Bienvenue dans les Conversations Capitales, le podcast trimestriel d'Our Families Up qui décrypte les bouleversements économiques pour les entrepreneurs fortunés. Je suis Michel Lévy-Provençal et je suis ravi de vous accueillir dans cet épisode parce que la politique, la tech et les marchés sont bien plus entremêlés qu'on ne le pense. On y va. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Nous lançons ce premier épisode avec une question centrale. Comment l'influence du Trumpisme, Donald Trump, et de la révolution tech, en l'occurrence celle de l'IA, dessine-t-elle le capitalisme américain, avec des répercussions très concrètes jusqu'en Europe? Avec moi aujourd'hui, Frédéric Lanier, Executive Chairman et cofondateur d'Our Families Up, qui réinvente le multi-family office avec une approche tech et design. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Et Ludovic Subran, directeur des investissements d'Allianz, économiste spécialiste en macroéconomie internationale, senior fellow Harvard. Ludovic gère 800 milliards d'euros pour Allianz. Bonjour Ludovic. Bonjour Michel, bonjour Frédéric. Messieurs, nous sommes en juin 2025. Trump est président depuis 5 mois. L'IA bouleverse tous les secteurs et les marchés naviguent dans l'incertitude. Nos auditeurs cherchent des réponses concrètes. On va parler crypto, private equity, marché coté. Quels actifs sont les plus sous influence? On va parler de l'affaire Musk-Trump, de Tesla aussi. Est-ce que c'est encore une entreprise tech ou un instrument politique? Taux d'intérêt, inflation, régulation, pour qui les lignes bougent. Bref, c'est parti pour 90 minutes de débat, de conviction et peut-être même aussi de recommandations. Commençons avec le choc Trump et cette nouvelle économie, l'économie de guerre dont on parle de plus en plus. Ludovic, on va parler de contexte macroéconomique. Comment est-ce que tu caractérises le chaos créé par Trump sur les marchés depuis son arrivée, depuis janvier 2025? C'est un quadruple choc en fait pour l'économie. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur les politiques et l'agenda politique de Trump. Et on pourrait aussi dire d'ailleurs que on le savait un peu puisque tout était écrit dans Project 2025, donc on aurait pu anticiper, tu me diras, mais ça a quand même été un quadruple choc parce que ce soit sur la politique commerciale, donc la mise en place des barrières douanières, donc on est aujourd'hui à peu près 13% en moyenne, ce qui est 4 fois plus que ce qu'il y avait avant Trump. Il y a des deals dans tous les sens, ça crée énormément d'incertitudes, ça va certainement créer de l'inflation, certainement un choc aussi de croissance, donc politique commerciale, premier choc énorme, c'est ce qui occupe les médias. Deuxième choc, Trump a essayé de réduire l'État et en fait, il n'y arrive pas avec la fin de DOGE, ce fameux Department of Government Efficiency, et dans le même temps, il annonce là une loi de finances qui est record en termes de déficit américain auquel on doit s'attendre. Donc en fait, il est très, très, très dépensier. Et donc ça crée, si tu veux, énormément d'inquiétudes sur les marchés obligataires et sur la confiance qu'on peut avoir dans les institutions américaines et de manière générale sur la trajectoire des États-Unis. Troisième choc, la monnaie. Il y a quand même cette histoire autour de est-ce que je veux que le dollar se déprécie, toujours dans le même esprit, parce qu'il y a un plan quand même. Tout ça, c'est pour recréer des emplois manufacturés sur le sol américain. Donc pour faire ça, on est prêt à mettre des barrières douanières, taxer les entreprises étrangères aux États-Unis, baisser le dollar, etc. Mais pour les marchés, que ce soit l'incertitude commerciale, la loi de finances complètement hirsute et maintenant cette idée de on veut que le dollar se déprécie, et d'ailleurs les investisseurs s'y trompent pas, ils se disent bah oui, vous voulez que le dollar se déprécie, mais moi je vais sortir mes avoirs aux États-Unis ou du moins je vais arrêter d'investir autant. Ça fait déjà 3 chocs et se rajoute à ça, qu'on le veuille ou non, ce choc de défense. C'est-à-dire que la monnaie, les marchés, c'est très lié à la sécurité, et le fait que Trump ait dit aux Européens, vous savez quoi, il va falloir que vous dépensiez un petit peu plus de points de PIB pour vous armer tout seul parce que moi peut-être que j'y serai pas, et en plus il négocie un peu avec l'Ukraine de façon un peu gauche, bah ça crée un quatrième choc qui a forcé notamment les Allemands à dépenser plus, mais l'Europe à devoir trouver, si tu veux, un objectif de dépense autour de la défense, et donc un marché à créer autour de tout ça, et donc un marché financier. Donc ces 4 chocs, ils arrivent en 6 mois, de façon désorganisée. Il n'y a pas du tout de
de rationalité. Ils arrivent avec des annonces dans tous les sens, avec je te mets 40%, mais non, t'es sympa, je te mets 10%. Ça, c'est le cas du Vietnam. Je t'en mets pas à toi parce que t'es sympa, les Anglais. Je t'en mets un petit peu à toi, mais je sais pas trop comment. Ça, c'est un peu avec les investisseurs chinois. Et donc, on est dans quelque chose qui est, si tu veux, c'est en termes de choc d'incertain, de volatilité, mais aussi d'absence de repères historiques, etc. On est dans quelque chose qu'on n'a pas vu depuis, je dirais, au moins 40 ans. Mmh. Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours ces références historiques un peu à Reagan, d'autres à Nixon, d'autres parfois vont chercher au début du XXe siècle. Mais en vrai, dans un monde aussi global, plat, interconnecté, avoir quelqu'un qui est un peu un éléphant dans un jeu de quilles, tu vois, ou dans un, Mmh. c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis des années. Et donc forcément, bah, les investisseurs sont complètement choqués. Les mouvements de marché ont été incroyables, notamment sur les marchés obligataires. Ça a tué, ça a arrêté le marché du private equity. Il n'y a plus de sortie et ça continue. C'est-à-dire la volatilité sur le marché action, la semaine du 2 au 9 avril, c'est une semaine pour les annales en fait en termes de choc sur les marchés Mmh. actions. Donc voilà un peu Trump. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas fini. C'est-à-dire que et c'est pour ça qu'il faut trouver les opportunités. Parce que malheureusement, ce qu'on a vu en 6 mois, c'était certainement une forme de concentré de jus de cerveau de Trump et ses acolytes. Mais je pense pas que ce soit fini au moins jusqu'à l'année prochaine, c'est-à-dire les midterms, mais ça peut durer 4 ans. Donc on imagine tous les affres. On voit maintenant les gens qui vont dans la rue aux États-Unis. Ça, c'est un choc additionnel sur bah, ce risque politique. Mmh. On voit bien qu'il faut s'habituer à ce niveau-là de volatilité et que Trump a réveillé tout le monde. Pour le bien, pour le moins bien, ça, c'est les historiens qui nous diront. Inquiétude, incertitude, chaos. Frédéric, vos clients chez Our Families Up, est-ce qu'ils ils expriment des inquiétudes particulières face à cette nouvelle donne? Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? En fait, c'est beaucoup oui, évidemment, toute cette volatilité, ça inquiète beaucoup. Les questions qui reviennent, ce sont des questions de beaucoup d'allocations ou est-ce que si en fait, l'économie américaine, vient à subir en fait, trop fortement, les impacts de la politique Trump, où devrais-je mettre mon argent? Parce qu'en fait, vous nous poussez à mettre de l'argent, enfin pas forcément nous, mais en règle générale, on a beaucoup d'allocations aux États-Unis. Où est-ce qu'on va la mettre Où est-ce qu'on va la mettre maintenant et puis d'ailleurs, est-ce que en Europe, on va pas être victime également de ça? Alors, on a beaucoup de choses à leur répondre à ça. On a vu, comme le disait Ludovic, sur la semaine là d'avril, la semaine de folie. Tu as dit les dates tout à l'heure, mais on a vu dans cette semaine-là, en fait, une bascule très forte. On a vu l'Europe qui grimpait, les États-Unis qui baissaient. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, en fait, comme diraient les investisseurs et les très grands donneurs d'ordre financiers se sont appelés de la phrase de Buffett, Never bet against the United States. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis? On a vu tout doucement l'Europe reprendre son niveau d'étiage précédent, 7700, 7800 par exemple chez nous à Paris. Le Dow Jones 42, 43 000, et cetera. Bref, on est revenu tout doucement vers cette bascule parce qu'il semblerait que, in fine, heu, les grandes mécaniques, c'est pas ça suffit pas en fait, ces mouvements très, très politiques, ça suffit pas à changer très, très fortement les choses. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes de la part de nos clients et beaucoup de questions sur, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que nous on doit faire maintenant, dans cette situation, ouais. Ludovic, on parle de plus en plus d'une économie de guerre qui s'installe, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour un investisseur européen, ça? En fait, économie de guerre, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, en ce moment, à mon avis, comment on finance l'effort de guerre sans soutien de la défense américaine. Pour moi, économie de guerre, c'est aussi comment on transforme notre, écosystème économique en quelque chose qui peut, être, hem, comment dire? Qui peut aller à la guerre. Un exemple d'économie de guerre récente, c'est Covid. En 2020, on arrête le monde. Le 5 mars 2020, le président va à la télévision et nous dit, «C'est la guerre, on est en guerre contre un virus». Dans les mois qui suivent, on dépense sans compter.
le fameux quoi qu'il en coûte. On réalloue le capital économique à l'effort de guerre. On fait acte de rationnement en arrêtant de sortir de chez soi et on monétise la dette par les banques centrales. Pour moi, c'est ça l'économie de guerre. Et au XXIe siècle, c'est la seule vraie guerre dans laquelle on s'est plongé. Aujourd'hui, alors je sais que le président Macron est revenu à la télévision pour nous dire le 15 mars, on est en guerre contre la Russie. D'ailleurs, à la fin de son allocution, il nous dit, et d'ailleurs, on va pas augmenter les impôts, ce qui, à mon avis, marche pas en économie de guerre. On est obligé de les augmenter, les impôts, en plus de faire de la dette et de certainement baisser d'autres dépenses. Là, aujourd'hui, l'économie de guerre, je pense que c'est vraiment comment on finance les entreprises qui font de la production à usage civil et militaire, comment peut-être on finance l'effort de guerre si on doit envoyer des troupes, et de manière générale, comment on finance la recherche et l'innovation autour de la guerre, ce que les Américains ont fait pendant des années. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire l'économie de guerre? Ça veut dire que certainement il y a plus de dettes. Les Allemands nous le prouvent, hein, pour faire la guerre, ils sont obligés, eux, d'augmenter leur endettement pour atteindre ces fameux 3% de PIB de quota que Trump a demandé à tous les adhérents, les membres de l'OTAN. Il faut augmenter l'émission obligataire. En France, c'est plus compliqué. Donc, est-ce que ça peut tendre, par exemple, les coûts de financement de certains pays qui sont déjà un peu exsangues? Ça va certainement changer sectoriellement comment les gens voient des entreprises comme Thales, Mmh. Safran, Dassault, par rapport à d'autres entreprises qui n'ont rien à voir avec l'effort de guerre. Et ça va aussi, à mon avis, peut-être laisser place à pas mal d'innovations, notamment dans les chaînes de valeur de la guerre. C'est-à-dire qu'il nous manque des grosses entreprises qui sont dans le secteur de la défense. Est-ce que le fait qu'il y ait un peu plus d'argent dans ce secteur-là, ça peut enclencher une dynamique d'innovation autour des fournisseurs, des entreprises d'innovation autour de la guerre? Donc, le fait qu'on en parle, c'est pas performatif, ça veut pas dire que ça va arriver, mais ça change, à mon avis, la perception des investisseurs. Je donne juste une anecdote qui, moi, me parle. Il y a un grand milliardaire américain qui a un family office, etc. Et son directeur du family office est venu me voir il y a 2 mois en me disant: «Finalement, en Europe, vous allez mettre de l'argent dans la défense. Donc nous, on va remettre de l'argent en Europe», alors que depuis des années, on n'en mettait pas assez. Donc l'argent suit l'argent qui fait la guerre, ce qui est triste et en même temps qui peut s'expliquer parce que derrière, il y a des multiplicateurs en économie qui font que c'est souvent porteur de productivité, d'innovation et de croissance. Donc c'est ça un peu derrière l'économie de guerre et oui, ça change un peu la perception qu'on peut avoir des investissements et de l'allocation d'actifs. Ouais, clairement, une petite, intervention, c'est que, il suffit de regarder Israël qui vit en économie de guerre permanente et qui réussit à faire la guerre tout en, conservant, sa croissance économique et cetera et cetera. Donc en fait, parce que son économie est basée sur l'innovation, le fait finalement d'être entraîné dans la guerre en continu lui permet d'être, durablement une des économies les plus innovantes du monde, quoi. Et c'est intéressant parce que c'est le contre-exemple de ça, Fred, c'est bien sûr la Russie. Qui plonge son économie en économie de guerre, qui a pas l'innovation parce que c'est une économie qui était en gros basée sur les services financiers, sur les matières premières, Ouais. et qui du coup est obligée de mettre énormément au pot et créer des faux secteurs, des secteurs zombies dans l'acier, l'auto, etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper important pour l'Europe de savoir ce qu'on veut en faire de cette économie de guerre. Et c'est important aussi pour les citoyens de se dire: je veux pas payer des impôts pour payer des impôts pour financer cette guerre, sans avoir des formes de retombées de cette économie de paix ou de guerre. Et ça va être aussi un effort citoyen, à mon avis, des investisseurs, de se dire il faut qu'on tienne un peu l'État sous une forme de vigilance sur comment il va dépenser les deniers publics pour amorcer une économie innovante, productive autour de cet effort de guerre et pas un truc complètement zombie. Ça, c'est hyper important. Ouais, je pense que c'est super intéressant, c'est ce que tu viens de dire là pour nos stratèges économiques. Est-ce qu'en fait on fait plutôt un effort de guerre façon XXe siècle, façon Russie, et cetera, ou façon Israël et auquel cas en fait on allume éventuellement une machine de croissance économique basée sur l'innovation? Je voudrais qu'on parle de la dette et aussi de la remontée des taux. Aux US, les obligations à 10 ans sont à 4,5%. À quoi correspond ce signal, Ludovic? Il y a un signal de fond qui est très fort, c'est l'inflation. C'est-à-dire que les politiques de Trump sont censées être inflationnistes. Pour l'instant, on ne voit pas cette inflation. Donc ça a aussi créé énormément de volatilité. Il y a plusieurs raisons à ça, à mon avis. Il y a eu énormément de stocks. Donc en fait, là, on est en train d'utiliser les stocks qui ont été faits avant cette mise en place des barrières douanières. Il y a des politiques anti-migratoires qui sont mises en place, mais qui ont été beaucoup moins brutes que ce qui était prévu et qui auraient dû porter à la frontière beaucoup plus de travailleurs dans les secteurs qui étaient déjà en tension. Et sur les dépenses budgétaires, on n'a pas encore vu tous les 7% de déficit que Trump veut faire. Donc, mais de façon rationnelle, il n'y a pas d'exception américaine à ça.
c'est quand même tout ça très violemment inflationniste. Mmh. Et donc, ce que les prêteurs aux États-Unis demandent, c'est d'être compensés pour cette inflation. Nous, on pense que l'inflation aux États-Unis, elle va certainement avoisiner de nouveau les 4% d'ici l'automne. Et donc, derrière les 4,5%, il y a l'inflation. Il y a autre chose qui se passe, à mon avis. Fred en a parlé un peu dans son intro. Il y a clairement des gens qui se disent, est-ce que vraiment, quand j'ai toute ma vie en euros, ou toute ma vie dans une autre monnaie, alors c'est le cas notamment des Asiatiques, est-ce que je dois continuer à être aussi dépendant du dollar? Ou est-ce que aujourd'hui, je dois un peu plus diversifier parce que, de manière générale, à moyen terme, l'économie américaine est sur un chemin qui n'est pas soutenable d'endettement, de mise en place de l'état de droit, peut-être aussi une plus grande volatilité des politiques publiques, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient monétaires, qu'elles soient fiscales, qu'on en a parlé. Et donc, il y a aussi peut-être un petit désintérêt de la dette américaine pour des investisseurs hors États-Unis. Et ça joue peut-être aujourd'hui sur un demi-point de ces 4,5, mais c'est quand même quelque chose qui est important et qui, à mon avis, nécessite qu'on s'y intéresse plus parce que, en effet, on a vu la dépréciation du dollar, c'est majeur, hein, c'est une des plus grosses dépréciations dans l'histoire du dollar des 40 dernières années. C'est à peu près une dizaine de pourcents, mais au pic, c'était 15%. Il y a énormément de gens qui s'attendent à ce que l'euro-dollar soit à 1,25 à la fin de l'année prochaine, donc c'est énorme, hein. Et donc, par exemple, il y a énormément de paradoxes autour de la dépréciation du dollar et en même temps de la remontée des taux. C'est quelque chose qu'on voit pas d'habitude. Et ça, et puis l'accumulation d'or, enfin, il y a énormément d'autres signaux faibles, hein. Ça veut dire que derrière l'idée de je veux qu'on prête pour m'assurer que l'inflation me mange pas les coupons que me paye la dette américaine, ces fameux 4,5%. Il y a aussi un truc qui joue sur est-ce que à long terme la dette américaine est plus ou moins sûre? Est-ce que c'est un actif sans risque? Est-ce que par exemple c'est plus sûr ou moins sûr que des dettes émises par Apple? Ou plus ou moins sûr que la dette émise par l'Allemagne? Bah ça c'est nouveau, hein, comme conversation. Quand c'était vraiment le fameux triple A américain, le truc sûr. Et donc ça se joue aussi aujourd'hui avec une politique qui est inique en fait à plein d'égards. Frédéric, cette remontée des taux, comment est-ce qu'elle impacte concrètement les stratégies de financement de vos clients, entrepreneurs? Ceux de nos clients qui sont Ouais, toujours ouais, ouais. entrepreneurs, ouais. Pour eux, en fait, pour eux, dans leurs entreprises, fondamentalement, c'est le financement de leurs innovations, leurs acquisitions, tout ce qu'ils veulent faire de nouveau et qui se finance, par effet de levier, est aujourd'hui affecté, par ce mouvement de remontée des taux, d'une part. Et puis il y a un deuxième impact potentiel pour eux, c'est pour tous ceux qui seraient financés, par des fonds de capital risque, de private equity, qui eux, eux, ils sont frappés par la tentation d'aller chercher justement, d'aller investir, sur d'autres supports que de en fait, pour les ceux qui financent les fonds vont aller ailleurs que sur les fonds, en fait. Voilà. Ils vont, que sur les fonds de private equity ou de ou des VC, et ils vont plutôt se tourner vers, des obligations d'État. Tu peux acheter, tu peux acheter une dette roumaine aujourd'hui, pays de l'Union européenne, relativement, le risque est souvent présenté comme, raisonnable encore, ça se discute, hein, mais il est souvent présenté comme raisonnable à 7,5%. Dans ce contexte-là, faut pas s'étonner qu'il y ait, une certaine difficulté pour les fonds à relever de l'argent. On dit qu'il y a plus de 1 000 fonds aux États-Unis qui ont fermé leurs portes, dans les 2 dernières années. C'est considérable. Donc nos clients, ceux qui sont en situation de prise de décision en entreprise, voilà, multifactoriellement par cette remontée. Mmh. D'un côté avec dans leur rapport avec leur banque et de l'autre côté dans leur rapport au capital. Je voudrais qu'on parle, d'IA et de cette révolution-là qu'on vit en ce moment qui est complètement folle, hein, et ses conséquences. Vraiment, moi j'ai le sentiment qu'on entre dans une période, très particulière. Jamais nous avons vécu une révolution aussi rapide que celle, de l'IA. Je sais pas si vous avez les chiffres en tête, mais en préparant, je me suis un peu plongé sur le sujet et je me suis rendu compte que la machine à vapeur a transformé notre société en 120 ans, l'électricité en 40 ans, internet en 15 ans et l'IA, si je vous disais il y a 3 ans, est-ce que vous utilisez ChatGPT? Vous m'auriez regardé comme ça, les yeux grands ouverts. Bon, en fait, l'IA est en train de tout chambouler en moins de 5 ans. Donc cette accélération, on la voit, hein, par rapport à d'autres phénomènes. Aujourd'hui, la grande majorité des entreprises utilisent, l'IA. Elles le font d'ailleurs souvent sous le manteau. C'est leurs salariés, qui utilisent l'IA
de manière un peu cachée, hein, des versions gratuites, mais on voit que la productivité commence à bouger. Je ne sais pas si vous confirmez ce point-là, mais en tout cas, moi, de ce que je vois des entreprises avec lesquelles je travaille, c'est le cas. Donc on voit qu'il y a une vitesse quand même, hein, qui touche les entreprises, mais c'est rien par rapport à la puissance. Alors pourquoi je parle de puissance? Parce que, on voit en même temps une croissance exponentielle des capacités de l'IA depuis plusieurs années. On a vu là la dernière version, l'avant-dernière version des modèles, d'OpenAI, O3. Je crois qu'ils avaient testé avec un équivalent QI. Alors on peut débattre, hein, sur le terme de QI, mais un équivalent QI supérieur à 98% de la population française pour le modèle, O3, c'est à peu près 130 de QI. Sachant que O3 Pro est sorti il y a moins d'une semaine et qu'il surpasse déjà O3. Donc c'est un modèle encore mieux raisonnant. Donc on a la vitesse, on a la puissance. Et enfin, effet qui se coule, hein, on s'aperçoit que plus l'IA devient intelligente, moins elle coûte. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Sam Altman a annoncé une baisse des coûts de 80% de son dernier modèle, O3. 80%, du jour au lendemain. Donc on voit qu'elle se commoditise, comme on a vécu la commoditisation, par exemple, de l'électricité, hein. Donc clairement, par ces trois effets, vitesse, puissance, commoditisation, on entre dans une ère nouvelle. Et ça redéfinit énormément de choses. Est-ce que, Ludovic, cette accélération, est-ce qu'elle a un impact sur les stratégies d'investissement, et comment est-ce que l'IA influence, vos décisions, d'allocation d'actifs, par exemple, chez Allianz? Disons que, alors, les 3 facteurs que tu as exposés, je pense qu'ils sont en effet, vertigineux. Alors j'en ai pas vécu beaucoup des révolutions technologiques, j'étais pas là au moment de la machine à vapeur, Tu tout es ça, très, mais très jeune, Ludovic. je suis très mais j'ai l'impression qu'il y a des seuils technologiques qui passent et qu'on franchit, mais on franchit pas les seuils sociétaux. Tu vois, par Ouais. exemple, moi, j'ai l'impression que ce soit le besoin de contrôle, notre vitesse, perçue par rapport à la vitesse de la technologie et aussi, notre tolérance à l'erreur, elle est beaucoup plus grande pour les humains que pour, ChatGPT. Ça freine l'adoption de l'IA. Et après, alors, les Américains adoptent beaucoup plus Complètement. vite que les Européens, etc. Mais il y a un truc très humain qui est une forme de survie, si tu veux, un instinct de survie. On est beaucoup moins rapide, on franchit beaucoup moins les seuils sociétaux que les seuils technologiques. Pourquoi je te dis ça? Parce que bien sûr, c'est quelque chose de très exponentiel et donc rendre ça linéaire, ce serait stupide. Mais moi, j'ai l'impression, en tous les cas, que les investisseurs, qui sont des gens en fait à la base, même s'il y a des robots derrière, n'apprécient pas l'exponentialisation de l'IA, vitesse, ce que tu as dit avant, commoditisation, puissance, autant. La réponse courte à ta question, c'est en fait, ça bouge pas trop. La réponse un peu malheureusement, hein, parce que comme beaucoup de choses, si tu veux, c'est la faute après des marchés d'avoir apprécié le prix, le risque, etc. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu une hype de l'IA en 2021 et puis après bien sûr 23 de nouveau qui a accéléré les valorisations et après ça a stagné un peu. Et donc on a l'impression qu'on a déjà pris en compte beaucoup, mais entre-temps ça a énormément changé. Donc il y a une deuxième rupture, ou plusieurs ruptures. Donc je pense que fondamentalement les investisseurs aujourd'hui sont dans le flou. Le titre du podcast, c'est Trump et l'IA sous influence parce que c'est un secteur sous influence. Donc en fait, on essaie de rationaliser ça en disant c'est exponentiel, donc il faudrait vraiment qu'on y aille, les valos devraient augmenter beaucoup plus vite. Mais il y a ce côté, c'est un cartel. Donc c'est quelques entreprises avec qui on est forcé de faire un partenariat. C'est très politisé. Il y a qu'à voir les liens entre Trump et Musk, entre Zuckerberg et Trump, maintenant OpenAI. Et donc, je pense que c'est très difficile de se positionner sans se dire que va y avoir énormément de nettoyage, va y avoir énormément de régulation et il va y avoir énormément aussi de choc. Donc il y a des investisseurs qui se positionnent très vite, c'est notamment les investisseurs qui sont très spécialistes, donc il y a des stratégies très spécialisées. Les investisseurs généralistes, et notamment les bilans un peu mous, un peu lents comme les miens, on met plus de temps. On regarde bien sûr le contenu technologique, on regarde par exemple ce qui se passe dans l'auto. Les boîtes d'auto, c'est plus des boîtes d'auto, c'est des boîtes d'IA, les bonnes. Donc il y a un côté darwinien, il y a un darwinisme technologique très fort. Donc ça, tu le vois un peu sur les sélections des marchés actions, mais ça s'arrête là.
Mmh. Et après ça se voit un peu dans les marchés privés, mais pour l'instant, moi je trouve qu'on n'a pas du tout, catch up quoi, pour Mmh. être tout à fait honnête, ouais. Et Frédéric, comment, chez Our Families Up, vous accompagnez vos clients dans cette transition vers des portefeuilles, compatibles, IA ou AI ready comme on dit maintenant? Je vais pas répondre tout de suite à ta question, je vais je vais essayer d'embrayer un petit peu sur ce que disait, Ludo et sur quelque chose que tu as dit aussi sur le fait qu'en fait, il y a un petit effet de les organisations sociales ralentissent l'adoption de ce truc qui paraît extrêmement menaçant et finalement, c'est pas la première fois que ça se passe, c'est bien avant ça. Heu, mais en fait, effectivement, je pense d'abord que, il y a une répercussion dans l'économie qui est infiniment lente par rapport à ce qui se passe au niveau du développement de la technologie, elle-même. Vous l'avez dit tous les 2, mais c'est infiniment lente par rapport. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand on voit la part de l'économie qui est réalisée par des entreprises énormes, la part des marchés qui est constituée par des entreprises énormes. Ces entreprises énormes sont des environnements sociaux et vous savez que j'étais, il y a encore pas très longtemps, moi, dans le secteur du conseil, et cetera et j'ai parlé de tout ça avec, un certain nombre, de clients. Ce sont des organisations sociales. Ce sont des organisations sociales intenses et plus elles sont grosses et plus elles freinent et moins elles prennent de décisions, en règle générale, d'innovation dans cette période. Si vous regardez concrètement, ce qui se passe du côté du conseil en innovation devrait être en théorie dans une phase d'accélération considérable. On a une opportunité que vous avez définie comme jamais on en a eu. La réalité de la croissance de ces boîtes-là, c'est que c'est flat ou légèrement négatif. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il se passe un truc, qui va à contrario, de l'accélération de la tendance technologique quand on va sur l'adoption dans les très grandes entreprises. Donc ça crée, un petit sentiment, peut-être que finalement ça va pas si vite que ça, alors qu'en fait on est en passe, comme tu le disais aussi tout à l'heure, on sait pas ce que ça va faire un QI 350 quoi. Mais, si je te suis bien, là dans 6 mois, on a un QI 350 qui sort et on sait pas ce que ça produira un QI 350. On n'a aucune idée. Donc pour moi, il y a une très, très forte, contradiction. Ça amène beaucoup de Kodak moment, il y a beaucoup de Kodak moment potentiels, dans les boîtes. Je pense en particulier au secteur, tertiaire. Le tertiaire, en fait, c'est la première fois que, une technologie s'en prend à ce nouveau muscle qu'est le cerveau. Elle s'en est pris à tous les muscles, ceux des animaux, les nôtres, et cetera. On a motorisé tout, automatisé tout et puis là, d'un seul coup, ce machin-là s'en prend à notre cerveau. Et donc ça va toucher là où, ça ne touchait pas jusque-là, là où il y a des décideurs, des gens qui se côtoient, des gens dans des bureaux assis derrière des grands écrans, et c'est ça qui change tout par rapport, je pense, par rapport à l'adoption dans les grandes boîtes. On Voilà. va y revenir sur ce Mais point, je mais veux bien est-ce que répondre à ta question par ailleurs. ouais et comment est-ce que vous accompagnez, clairement, vos clients sur, des peut-être des valeurs, des Alors, portefeuilles, l'IA compatibles IA? ouais, l'IA Core, c'est vraiment très, très cher quand même, et tu sais pas tu sais pas exactement, comment te positionner par rapport à des choses qui sont devenues aussi chères et d'ailleurs on l'a vu avec, Nvidia qui a pas arrêté de monter, 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 monter et puis qui a buté, rebuté, rebuté pendant un moment et qui est encore sur, une valeur autour de 140 $. On voit que là c'est compliqué. Donc c'est pas simple à arbitrer. Moi, je crois que Ludo tu dit quelque chose comme ça tout à l'heure. En fait, je crois, aux entreprises qui auraient une vraie spécialité. Si, par exemple, je vais dans la technologie, tout le monde a dit: «Le SaaS est mort». Par exemple, tout le monde a dit: «Le SaaS, c'est fini, on va plus développer du software de la même manière». Sauf que dans le SaaS, il y a des spécialistes de secteurs économiques qui, eux, vont résister en tant que tels. Tous les secteurs économiques ne vont pas être effacés par l'IA en tant que telle. Donc en fait, là où par exemple tu as d'excellents acteurs, SaaS par exemple, pourquoi ne pas aller chercher ceux qui sont le plus capables, de préempter, et d'imposer une nouvelle manière de travailler dans ce secteur? Ça, j'y crois parce qu'eux, ils sont finalement pas très chers en ce moment, et finalement, ils ont bénéficié plus que personne. Ils sont peut-être les mieux placés pour bénéficier d'une adoption rapide parce qu'eux, ils ont le marché.
Donc ça nous plaît. Alors pour aller les chercher, ben, rien de tel que des fonds, du private equity, des gens comme ça, de côtoyer, les bonnes personnes, heu et bref, de chercher en fait, parmi dans les secteurs menacés, tu vas avoir des gens qui vont être profondément, affectés, disruptés, cassés. Si j'en Franchement, tout à l'heure, je parlais du conseil en technologie. Je disais: «J'étais dans le conseil en technologie». C'est un secteur qui peut souffrir, considérablement Mmh. de ça. C'est d'ailleurs que la manière de produire du code, la manière de tester des outils, elle est en train de changer radicalement. Mais à l'opposé de ça, ceux qui seront les plus doués, ceux qui créent une entreprise maintenant qui a une vocation de conseil en technologie, ils la créent pas de la même manière. Mmh. Voilà, donc ça, c'est une possibilité, chercher ça par les fonds, typiquement. Et puis il y en a une deuxième, il y en a une deuxième, il y en a plein d'autres, mais au moins une deuxième, c'est ceux qui fournissent les pelles et les pioches de l'IA, comme toujours, Mmh. comme Ouais. toujours. Si tu vas sur une IA Core, tu payes un prix fou et tu ne sais pas si tu vas pas te faire commoditiser demain. La réplication des IA est un truc qui questionne. La Mmh. vitesse à laquelle les nouvelles IA arrivent derrière, ChatGPT, c'est impressionnant et ça amène OpenAI à lever des fonds qui sont Mmh. absolument faramineux dans l'histoire. Mmh. Heu, donc heu, donc il faut, donc ouais, se tourner aussi vers les pelles et les pioches, ça peut être pas inintéressant. L'électricité, les turbines pour faire l'électricité, voilà, il y a plein de en plus, quand on parle d'électricité, ça va avec d'autres secteurs également. Il y a Mmh. sous Les électricité en data ce moment, les data centers, les centers, machins. bah, la bagnole en fait, hein, aussi, voilà, il y a l'électricité, ouais, aujourd'hui, c'est incontournable. Une question, parce qu'on dit que l'IA va soigner le cancer, mais elle va aussi potentiellement générer, 30 de chômage, hein. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le patron d'Anthropic qui a récemment annoncé que, l'IA, pourrait faire exploser littéralement le chômage. Il annonce des croissances à 2 chiffres, hein, des taux de chômage. Ludovic, est-ce que si on traduit ça, en des termes économiques, est-ce que le capital devient structurellement plus rentable que le travail avec l'IA? Il l'est déjà, en fait. Le problème, c'est que malheureusement, le rendement du capital, à peu près partout, est plus élevé que le rendement du travail. Pour plein de raisons. Tu pas vu ça, Heu, Michel? non, mais c'est horrible parce que, tu sais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on taxe beaucoup plus, le travail que le capital et que le travail, par exemple, en France, ne rémunère plus, aussi bien. C'est-à-dire que le travail est captif, le capital se barre et donc dès qu'on a un problème de financement de l'État, on se tourne vers le travail et un peu moins sur le capital parce qu'on a peur qu'il se carapate, quoi. Mmh. Et donc c'est un vrai sujet structurel, d'inégalité, et de pacte social aussi auquel on doit faire face. Et je crois que derrière la révolution de l'IA, il y a une accélération attendue, du chômage, d'une moindre rémunération du travail et des entreprises qui vont capter une grosse partie de la création de richesse et donc le rendement du capital qui va, être encore plus élevé. Et donc, on a plusieurs façons de répondre à ça. La façon, moi, qui me semble la plus importante, ça a toujours été le partage de la valeur. C'est un truc auquel on tient beaucoup en France. Rémunérer les gens en partie aussi avec des actions de leurs entreprises, la fameuse participation intéressement, c'est hyper important. Je dis ça parce qu'en fait, on sait qu'il y a beaucoup de pays où c'est pas le cas, hein. En Allemagne, il y a 2 fois moins de participation intéressement Mmh. qu'en France. Et donc, c'est des pays dans lesquels, imaginez-vous, avec la bagnole notamment, ça va faire très très mal. Sur l'emploi en lui-même, au-delà de la rémunération du travail sur ce capital. Oui, moi je pense que les chiffres sont vertigineux là encore parce que, ce sont les cols blancs, ce sont des emplois, pour lesquels la croissance des emplois dans ces secteurs-là a été, Heu, pratiquement, le miroir de la destruction des emplois manufacturiers. Et donc on parle à l'échelle de la France, de millions d'emplois, à l'échelle de l'Europe de, dizaines, voire une centaine de millions d'emplois, donc c'est des choses énormes. Alors après la question c'est: est-ce que les emplois sont détruits ou est-ce que les emplois s'adaptent? Et donc tout est une question de comment, encore une fois, protège l'emploi ou le collaborateur. On a des systèmes qui protègent l'emploi. Alors qu'on devrait protéger le collaborateur et pour le protéger, en fait, on devrait l'accompagner. Et moi, je crois beaucoup à ça. Donc, j'espère qu'aussi nos systèmes, je parlais déjà de la taxation, mais nos systèmes de protection sociale vont accompagner ça. Parce qu'il y a des gens pour qui, en effet, leur emploi
n'a pas de raison d'exister à horizon 5 ans, 10 ans. Et là, il faut repenser l'accompagnement, les fameuses politiques actives de l'emploi vers d'autres métiers. Il y a des gens pour lesquels il faut repenser notamment la productivité de leur emploi. Et il y a des gens pour lesquels, à mon avis, on peut vraiment les accompagner à faire leur cette manne de l'IA. Et ça commence dans le système éducatif, ça continue à l'université, et on sait bien qu'on n'est pas du tout préparé à ça. Donc en fait, je suis désolé, c'est peut-être mon côté, malheureusement, j'ai un côté politique publique très fort chez moi. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à l'adaptation de nos politiques publiques pour faire en sorte que ce soit pas la catastrophe annoncée. Je crois qu'on a encore la main là-dessus. Mais si on faisait un choc ex ante, c'est-à-dire si on prenait pas en compte les stratégies d'adaptation des entreprises, des gens, de l'économie, des politiques publiques, oui, je pense que cette idée de taux de chômage à 2 chiffres, elle est malheureusement Mmh. une réalité. Mmh. Je pense qu'on peut la rendre beaucoup moins sévère, et ça commence maintenant. Mmh. C'est comme le changement climatique. Il faut de l'adaptation. Entre nous, je pense qu'on n'a pas vu le début. Tu parlais des entreprises avec lesquelles tu travailles, Michel. Je pense que les entreprises qui ont vu ça en France se comptent sur les doigts d'une main. Les politiques qui ont vu ça se comptent aussi sur les doigts d'une main. Mmh. Et donc, on a un vrai sujet de prise de conscience pour être au rendez-vous avec l'histoire. Mmh. Les Américains sont bien plus en avance que nous, et les Asiatiques, et notamment les Chinois, mais aussi les Singapouriens, les Indonésiens, beaucoup plus aussi. Je crois que l'Europe, là, pour le coup, il faut vraiment avoir un réveil collectif là-dessus, parce que là, on va vers le mur en termes de protection sociale, d'emploi, de fiscalité, et on peut pas résoudre ça quand ce sera trop gros comme problème. Mmh. Je voudrais, qu'on adresse maintenant, la question, finalement des investissements, en fonction des différentes classes d'actifs, hein. On va parler d'obligations, on va parler de dette privée, on va parler de private equity, on va parler même de crypto et d'actifs, alternatifs, même d'or. Mais pour commencer, Lovic, chez Allianz, tu gères 400 milliards en obligations. Comment est-ce que tu Donc arbitres, plus? J'ai cru ouais, comprendre que c'était 400 milliards. 800 milliards en Ah, c'est tout, plutôt ouais, mais 600, ouais, 600 600 en milliards, obligataire. par 600 jour, par milliards. jour. Ouais. Non, pas par jour. 20 par semaine. Comment est-ce que tu arbitres entre dette souveraine et corporate aujourd'hui? Alors c'est un vrai trade-off. Tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle des parable trades, donc des trades, quoi, sur lesquels on a énormément de débats. Parce que, avec ce qui se passe sur, les taux d'endettement de pays comme les États-Unis, la France, la Belgique, l'Italie, tu peux te dire qu'une entreprise, comme Apple, comme Microsoft, peut-être comme, Total ou comme, L'Oréal, elles sont plus sûres que les États. Et donc ça, c'est un changement de paradigme. Et ça, c'est déjà arrivé dans l'histoire, en Argentine, en Grèce, aux États-Unis, en 2010, on a déjà vu ça. Aujourd'hui, on a quelques exemples d'entreprises qui se financent un peu mieux que les États. C'est des entreprises qui sont vues comme des entreprises États. On parle souvent de ça, notamment quand elles ont accès au nucléaire pour leur électricité, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, je pense, et peut-être que c'est une déformation professionnelle ou c'est une pensée très 20e siècle. Je pense toujours qu'en cas de choc, en cas de crise, les banques centrales, qui sont toujours au centre du game, protégeront toujours les États, leur solvabilité, et donc la liquidité quelque part, plus que les entreprises. Et donc même si les entreprises ont l'air vachement plus, hem attirantes aujourd'hui parce qu'elles ont accumulé énormément de cash pendant la période Covid. Elles ont fait des choix d'investissement qui sont bons. Elles ont aussi réduit leurs coûts. Elles arrivent à réduire leurs coûts beaucoup plus que les États. Je pense qu'en cas de choc, si tu veux, une entreprise, c'est pas un État, et que le système, tel qu'il est câblé aujourd'hui, protégera toujours les dettes Ouais. d'État par rapport aux dettes d'entreprise. Donc, la réponse à ta question, c'est en termes d'investissement tactique, je pense que aujourd'hui, les taux auxquels s'endettent les entreprises sont très bas par rapport au risque. Donc, je privilégie pas forcément les dettes d'entreprise, mais de manière un peu stratégique. Et je pense qu'il faut en effet regarder beaucoup plus les dettes d'entreprise, notamment dans des pays dans lesquels les États ont vraiment des marges de manœuvre très faibles. Mmh. Après, en cas de crise, s'il y a vraiment un choc et qu'on doit sauver un actif, ce sera toujours les dettes d'État. Comme l'a dit Fred, il y a des dettes d'État aujourd'hui. Il a parlé de la Roumanie, qui est un sujet qui me tient à cœur parce que malheureusement, avec les élections récentes, le sujet de la baisse de la note de la Roumanie était sur la table, et donc c'était une question de défaut possible. Et ça, c'est un bon exemple. Est-ce qu'on laisserait la Roumanie faire défaut? Peut-être. Est-ce qu'on laisserait la France faire défaut? Non. Est-ce qu'on laisserait les États-Unis faire défaut? Jamais. Et donc, même si vous avez l'impression que vous gagneriez plus d'argent avec une entreprise, en fait, le taux de défaut est de 0 pour les États, avec les banques centrales qu'on a aujourd'hui. Et malgré
les tombereaux d'argent qu'on a déjà mis. Donc, je pense que les entreprises, il faut regarder ça. C'est quelque chose qui est en train de changer. Mais le système, aujourd'hui, privilégie toujours les États. J'ajouterais à ce que tu viens de dire, d'autant plus si on considère qu'on est dans le moment le plus schumpeterien de l'histoire de l'humanité. Si on reprend cette histoire de QI 350 sur les IA, ça veut dire que des tas de produits d'entreprises peuvent mettre des entreprises de premier plan qui ont été citées, par exemple tout à l'heure. Je ne sais plus comment il s'appelle, le mec Hives qui est parti d'Apple pour rejoindre Julien? OpenAI. Si demain, alors qu'Apple est une entreprise qui est presque monoproduit, quoi, euh, le produit qu'on a tous dans la poche était complètement ringardisé par un nouveau téléphone AI, qu'est-ce que vaudrait la dette d'Apple? Et c'est pour ça que je disais, moi, je trouve que, à cause de ces disruptions-là, aujourd'hui, les marchés, les positions, c'est-à-dire le fait que les gens achètent beaucoup de dettes d'entreprise, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne voit pas le risque Ouais. de darwinisme, tu vois, de gagnants et de perdants des différentes disruptions. Que ce soit la résilience macro à Trump, que ce soit la résilience à l'IA. Tu vois, on parlait de l'auto. Aujourd'hui, quand tu vois les dettes émises par les entreprises de l'auto, je trouve, moi, mais après, il y a des spécialistes qui regardent ça et qui me disent non, 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 mais je trouve qu'on a du mal à séparer le bon grain de livret, y compris sur les entreprises automobiles. Est-ce qu'on n'a pas assez de visibilité sur ce qu'elles font, ou est-ce qu'on les traite un peu trop comme un secteur homogène, alors qu'en fait, les stratégies de boîte sont énormément différentes et qu'elles vont se repositionner de façon complètement différente. Donc, il y a un risque qui, à mon avis, est un peu caché, parce qu'il y a des tonnes d'investisseurs qui vont sur la dette entreprise, parce qu'ils n'ont plus sur la dette d'État, quoi. Et d'ailleurs, vos clients, Frédéric, ils prennent de la dette privée? Ils considèrent cet actif comme un eldorado ou plus du tout maintenant? Est-ce que c'est terminé? Non, mais alors, oui, dire qu'ils l'ont pris, ça c'est sûr. Ouais, Tout le monde l'a embrassé à un moment donné. Et puis, je suis pas sûr que Ludo dise qu'il faut pas le faire du tout. Je suis pas du tout certain que ce soit je vais lui poser la ce, question. ce que tu veux dire. Mais généralement, on est plus prudent que ça. Mais, mais disons que oui, effectivement, on pense que faut commencer à faire attention à ça, que le montant de la dette, privée est gigantesque. Et alors en fait, la question c'est, heu, si le risque monte, que la rémunération augmente, est-ce que la rémunération a augmenté suffisamment, relativement à la montée du risque? Et en fait, pour répondre à La ça, réponse est non. la réponse est non, bien sûr, évidemment, toujours non. Heu et donc la manière dont nous on répond à ça en tout cas, c'est de dire comment justement on va trier ce bon grain de livret en essayant d'aller sur des formes de dette, heu, extrêmement tactiques, qui nous sont présentées par des acteurs qui ont accès à un deal flow, vraiment exceptionnel, et qui vont financer des opérations ultra spécifiques, à justement des taux beaucoup plus élevés. C'est de cette façon que nous, on va répondre à la question et qu'on va dire: «Essayons de trouver des endroits où il existe, de la dette, encore réellement, premium parce que extrêmement tactique, venant d'acteurs premium qui financent quelque chose d'ultra spécifique, qui soit entre les mains de gens qui manipulent un deal flow exceptionnel». En fait, tu cherches tous les meilleurs, tu cherches tous les meilleurs paramètres et tu cherches une dette qui va, rémunérer, quasiment 2 fois ce que rémunère le marché de la dette en général, et dans un taux de défaut, extrêmement bas. Et ça peut exister encore, mais c'est évidemment un truc de happy few, quoi. Ludovic, en 2-3 mots, est-ce que c'est le bon moment pour rentrer sur la dette privée ou alors en gros c'est passé? Je pense que il y a encore de l'opportunité. Mais c'est vrai que les rendements offerts sont assez par rapport, à mon avis, à un risque de crédit qui augmente en toile de fond. Donc, si pour les gens qui n'ont pas encore pris de dette privée et qui veulent, y aller, je pense qu'ils peuvent y aller de façon très sélective. Pour les gens qui y sont déjà, il faut qu'ils regardent leur allocation totale. Il faut pas non plus en avoir trop en ce moment, parce que si vous êtes rentré au bon moment sur des bons vintages, ça serait dommage d'avoir des rendements qui soient dilués avec des vintages qui sont un peu moins bons. Mais si vous êtes sur des choses, où vous aviez pas ces rendements-là, des taux à 500 points de base, 600 points de base et cetera, je pense que oui, il y a encore des choses sur la dette privée. Il faut juste connaître un petit peu, en effet, quelle est l'entreprise, pourquoi elle s'endette. Il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe derrière. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y a un truc qui se passe sur la désintermédiation bancaire. Il y a un truc qui se passe aussi sur les besoins de financement. On est rentré dans une économie qui est de moins en moins dans une économie de l'ownership et plus dans l'économie du financement.
Je sais pas si c'est pour le bien ou le moins bien, mais clairement, ce qui fait le succès de la dette privée, c'est aussi, les déboires du private equity. Et donc, heu et donc c'est aussi ça, hein, moi j'en suis pas très heureux parce que je pense qu'il vaut mieux travailler sur un bon actif plutôt que de faire des rendements en endettant et en rendant ça aux actionnaires. Mais si tu veux, le jeu aujourd'hui, il est que détenir les actifs, il y a des coûts de friction, des risques politiques, des risques de disruption qui sont beaucoup plus grands que des choses sur lesquelles tu peux rentrer, sortir. Tu as pas besoin de rester bloqué 15 ans avec ton actif. Tu finances sur 5 ans et tu fais un bon rendement et tu participes à la création de richesse de cette entreprise. Mais on va parler de private equity d'ailleurs, Ludovic. Est-ce qu'on vit une bulle, du private equity, mais une bulle un peu bizarre qui n'explose pas, qui veut pas exploser en gros? C'est pas une bulle, mais clairement, ce qui se passe, c'est que je pense que l'incertitude a tué les sorties Mmh. et que donc les vintages sont plus longs, que forcément ça dilue le fameux taux de rendement, l'IRR, Mmh. parce qu'on promet des IRR sur une durée moyenne de détention de ces actifs et que là, on les prolonge, donc forcément votre rendement par an, il est moindre, hein, si vous le gardez plus longtemps. Comme il n'y a pas de sortie, on ne sait pas exactement combien les décotes sont. Parce qu'il y a aussi cette idée, alors c'est peut-être ce que tu appelles bulle, c'est Oui. qu'on ne veut pas réaliser la sortie pour ne pas réaliser la décote et pour s'assurer que. Mais malheureusement, il y a des besoins de liquidité. On voit notamment Mmh. les facs américaines, on voit aussi certains acteurs qui ont des besoins de liquidité. Moi, je pense qu'il y a forcément une majorité de super boîtes. Bien sûr, il y a des choses qui vont pas marcher, il y a des sorties qui vont pas se faire, il y a des décotes. Donc c'est pas une bulle, c'est juste que les gens qui ont investi dans ces actifs-là, ils ont investi dans un moment où les taux étaient très bas et donc du coup, le coût de la dette était très bas et donc on pouvait servir beaucoup de rendement en faisant travailler, cette dette au service des actionnaires, et que c'est plus le cas aujourd'hui et se mélange à ça, on parlait de l'IA, le fait que une grosse partie du private equity est quand même du private equity technologique et qu'ils se sont pris une énorme claque qui est, vous étiez très, très bon sur les plateformes et tout ça et là maintenant si vous êtes pas bon sur l'IA ou sur l'agentic IA et en fait on vous regarde même plus Mmh. et donc il y a c'est horrible, hein, parce qu'ils se prennent la remontée des taux qui a pas l'air de baisser avec ce que fait Trump, plus, cette révolution technologique et ça, pour le coup, pour le marché du private equity, c'est quand même 2 chocs énormes et donc je pense pas que c'est une bulle, qu'elle va exploser et cetera. Mais clairement, ça va forcément changer la donne sur une grosse partie des sorties envisagées, des délais et des valos, quoi. Frédéric, du coup, dans ce contexte, quels sont les critères que vous utilisez pour sélectionner les gérants de private equity, pour vos clients? Alors Comment est-ce que tu choisis? Quels sont tes critères? déjà pour répondre à tout ce que vient de dire Ludovic, c'est vrai que tout à l'heure on a parlé de la dette en disant: «Ah ouais, mais c'est plus tout à fait, comme avant». Et puis là on parle du private equity. «Ah oui, c'est plus tout à fait comme avant». En fait, finalement, on parle dans tous les cas de risque de baisse de rendement, des actifs financiers. Donc et je pense que ça, il faut peut-être s'y faire effectivement dans la mécanique où, les vintage, comme disait Ludo, sont plus longs. Le nouveau prix des en fait et puis il y a pas de sortie parce qu'il y a pas d'accord sur le nouveau prix des boîtes. Du fait d'un côté, on a le renchérissement, de l'argent et chaque fois que l'argent est plus cher, l'actif, lui, il est moins cher. C'est vrai pour une maison, c'est vrai pour une boîte. Aujourd'hui, les vendeurs sont pas encore là. Un jour, ils finiront par être là. Par obligation, ils finiront par être au rendez-vous. Donc c'est ce que je voulais préciser. Mais maintenant aussi, il y a une autre chose que nous on fait pour essayer d'éviter, par exemple, les effets, dont on parlait quand tu as investi sur le millésime 2022, voire 2023 et cetera, là, tu as payé ton actif vraiment au tout plus cher. Donc un truc à faire, c'est par exemple d'investir justement avec une logique de millésime annuel. C'est-à-dire au lieu de mettre beaucoup d'argent en 2023 et puis, je verrai comment ça se passe et puis peut-être que je réinvestirai, en 27 si en 27 c'est bien. Mmh. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais investir en 21, en 22, en 23, en 24, en 25, en 26 et beaucoup moins et si possible avec un spread de risque et ça je vais essayer je parle bien de private equity, hein, je continue à parler de private equity et ça je peux le faire via des nouveaux instruments qu'on appelle les feeder funds, où tu peux tout à fait aller choisir, les bons quoi. Tu vas avoir accès à une palette d'instruments qui est beaucoup plus grande. Avant, un multifamily office français, il allait chez Eurazeo, tu vois?
et chez quelques autres, et puis discuter à eux, et c'est tout. Et c'est très bien, Euraseo, c'est super bien. Mais là, d'un seul coup, en fait, grâce à ces mécanismes-là, tu vas pouvoir proposer une palette d'instruments parmi les meilleurs du monde pour un taux de rémunération qui est excessivement faible. Ce qui compte, c'est que tu achètes une performance élevée, et c'est que, au lieu de chercher à acheter 2 unicornes, 3 unicornes, alors que ça n'existe pas, que de l'autre côté, tu as des haras entiers de poneys cul-de-jatte, heu, c'est de chercher des chevaux de course. C'est simplement de chercher des chevaux de course, et si tu et avec ce genre de mécanisme type feeder fund, tu peux avoir accès vraiment à une multitude d'investissements. Reste à toi à bosser pour les sélectionner. Ça, c'est un truc qu'on fait. Voilà comment on fait. Il y a pas une réponse sur une personne, sur qui c'est le bon fonds en ce moment, et cetera. Non, c'est vraiment d'élargir l'accès, de construire une stratégie d'investissement qui évite l'effet millésime très cher, l'effet d'acheter au très mauvais moment. Voilà, c'est comme ça qu'on adresse la question. Je voudrais qu'on parle, crypto et d'autres actifs, des actifs alternatifs. Ludovic, depuis d'ailleurs l'élection de Trump, on a vécu un rallye, hein, en particulier du bitcoin. Quelle est ta position, sur les cryptos? Ah ah! Alors c'est le moment où tu te fais beaucoup d'ennemis. C'est là où on voit qu'on parle vraiment de En tout. même temps, on a parlé, enfin, beaucoup de crypto, là, j'ai parlé de bitcoin. Peut-être qu'on peut Non, parler non, de non, celui qui est c'est plutôt un vrai conservateur. sujet. Il y a des choses fascinantes qui se passent aux États-Unis sur les stablecoins. Moi, je trouve que ça, c'est Mmh. génial. Les monnaies de banque centrale, le digital euro, le digital dollar, ça, je trouve ça génial. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'avec les crises monétaires, il faut qu'on ait autre chose que des intermédiaires qu'on sauve, qui coûtent très cher aux contribuables. Il faut qu'on ait une plus grande réactivité. Donc, moi, je trouve que ce qui se passe est fascinant. Après, j'ai un sujet philosophique avec les cryptos. Et c'est philosophique. Ça ne veut pas dire que mon psy dirait c'est super de se faire plaisir. Il faut prendre des risques pour se faire plaisir, hein. C'est comme ça qu'on prend du plaisir, sans prendre des risques. Mais je, moi, personnellement, je trouve que au début, je trouvais ça drôle. Ensuite, j'ai trouvé ça fascinant. Ensuite, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y avait cette histoire de marché. On pouvait retrouver une forme de rationalité entre la liquidité, la sécurité. Maintenant, je trouve ça très inquiétant parce que je trouve que c'est devenu un endroit, un objet d'investissement de personnes qui ont des valeurs qui, moi, me choquent. Mais après, voilà, je respecte tout le monde, tout le monde fait ce qu'il veut, et cetera. Mais je trouve qu'aujourd'hui, investir en crypto, c'est plus juste le truc un peu sympa, très lucratif, un peu diversification. C'est devenu eux contre nous. Et derrière le eux contre nous, il y a, pour moi, hein, et je projette peut-être, mais notamment avec la coalition Musk, Trump, etc., il y a ce côté, on préfère enrichir des gens qui sont profondément racistes, discriminants, excluants, qui sont libertariens mais méchants. On est sur quelque chose où les gens très riches, qui sont très en crypto, et je passe sur les oligarques russes qu'on enrichit tout ça, c'est aussi des gens qui pensent qu'ils peuvent décider où les pauvres vont habiter, comment ils vont passer leur temps, et qu'on est seulement le prix ou la valeur de ceux qu'on investit. Et Et moi, j'ai vachement de mal avec ça parce que c'est très centralisé, c'est dans les mains de peu de gens. Et si tu veux, autant je comprends la critique initiale, moi-même, j'ai des gros sujets sur l'absence d'agence en tant qu'individu économique sur les banques centrales, leurs décisions, l'État obèse. Bien sûr que moi aussi, des fois, ça me rend fou. Mais entre ce système-là, où je comprends à peu près les règles du jeu, même si elles ne sont pas forcément aussi favorables que ça à la majorité des gens, et un système de pirates qui, soi-disant, remet à plat les règles du jeu et donc permet à tout le monde de s'enrichir, mais qui, au final, enrichit seulement les mêmes personnes avec des valeurs qui sont un peu contre-sociétales. Ouais, j'ai du mal, ouais. mais Alors peut-être que je projette beaucoup, hein, que la plupart des mmh, mais crypto-investisseurs, c'est pas du tout ça. Mais certains, c'est devenu ça, quoi. tu penses pas que c'est un discours qui date, probablement, d'il y a quelques années déjà? Parce que je me souviens d'une étude qui avait été menée par, en début d'année, je crois que c'était un gros cabinet, je me demande si c'est pas EY, qui, disait que, plus de 80 en fait des investisseurs ont investi en crypto. Investisseurs institutionnels pardon, hein. Vraiment des institutionnels, et qu'une grande majorité d'entre eux ont plus de 5 de leurs actifs qui sont sous gestion en actifs numériques. Donc c'est pas, ça n'est pas juste
je dirais c'est pas un asset qui est porté par, des oligarques russes uniquement ou des, trafiquants, d'armes, ou de toutes sortes. Je veux dire, ça commence via notamment, des nouveaux moyens d'investissement. D'ailleurs, je pense aux ETF, qui ont été, ouverts là aux États-Unis. Donc il y a une sorte de normalisation, je dirais, de la crypto-monnaie qui est en cours et qui peut peut-être intéresser d'ailleurs les clients, Frédéric, hein. Est-ce que Alors, est-ce que Je c'est je vais d'abord juste, laisser Michel, répondre mon associé et ouais, oui, après vas-y, répondre à vas-y, Ludovic. Michel, juste parce que c'est hyper important. L'étude auquel tu fais référence, c'est l'étude EY Parthénon, et elle est que sur 350 investisseurs. Elle est en France. Et elle dit que 86% des gens investissent en crypto. Il faut regarder le truc d'après. C'est combien vous investissez en crypto? Exactement. C'est moins de 1% des actifs sous gestion. Et la réponse courte à ta question, c'est chez Allianz, on n'y touche pas. Mais voilà, donc qu'est-ce que tu Mal définis comme institutionnel? Malgré ce qui a été écrit par des gens, je me souviens d'avoir vu des trucs où, on disait qu'Allianz investissait dessus. Non, non, c'est pas Mais je vrai. sais que c'est pas vrai, Donc tu me l'as dit, mais ouais. mais c'est intéressant parce que alors moi, ce que je peux te dire, c'est que avoir depuis que certains asset managers, notamment BlackRock, etc., disent en fait, on est en train de rendre les crypto-actifs comme un argent. Je pense qu'il faut les considérer. Donc les ETF crypto, le fait que tu fasses certains, que les gens se fassent plaisir avec ce truc-là, moi j'ai pas de problème. Mais l'idée que ça peut remplacer un système, Mmh. ça me dérange parce que les 2 systèmes, peuvent pas cohabiter quand il y a quelque chose qui oppose vraiment des valeurs. Et encore une fois, bien sûr qu'il y a des gens qui sont pas, racistes, qui sont pas méchants, qui sont pas libertariens, nazis, et cetera. Bien sûr que ces gens-là, ils ont le droit d'avoir des cryptos et qu'ils ont le droit de faire de l'argent en crypto. Mais je trouve que la lame de fond, et notamment les gens qui sont, derrière, il y a encore un peu de nettoyage. C'est un peu comme le nettoyage du RN. Non, mais je pense que c'est important de mettre ça sur le plan des valeurs. Moi, je connais plein de gens moi, j'en ai pas, par exemple, mais je connais plein de potes qui ont des cryptos. Je trouve ça génial. On en parle et ils sont fascinés. Et si tu veux, pour eux, c'est presque libératoire parce que ils peuvent parler de sujets parce qu'ils sont tellement experts. Ils seront beaucoup plus experts de ça que sur la dette publique française et où va notre déficit, tu vois. Et donc, je trouve que c'est génial de pouvoir avoir cet actif sur lesquels ils ont un savoir, etc. Je trouve juste qu'il faut faire attention à le truc initial, à mon avis, était dévoyé, et notamment ce qui s'est passé aux États-Unis. Et donc cette accélération depuis Trump, Musk et cette espèce de coalition là du mal, je pense que ça m'inquiète plus. Mais bon, voilà quoi. Frédéric, est-ce que, tes clients, ils en demandent, hein, de la crypto Ouais, ou en pas? tout cas, de toute façon, ils posent des questions parce que quand tu, c'est évident, il y a un effet FOMO, qu'on peut pas éviter quand tu fais le métier qu'on fait. Hem, D'abord, moi, je vais dire tout ce qu'a dit, en fait, je pense que dans tout ce qu'a dit, Ludovic, ça paraît, ça philosophique, mais en fait, il y a plein d'aspects, très techniques, derrière tout ça, parce que tout ça va se raccrocher à du marché, à la fin. Il y a des gens qui peuvent penser et prendre des décisions économiques eu égard à des éléments, que Ludovic vient de présenter. Donc on voit qu'on a vu une marque, chanceler, en bourse, je crois que, c'est Tesla. Quand en apparence, ça n'a rien à voir. En réalité, à partir du moment où quelque chose est devenu politique, où, son dirigeant a dit des choses qui étaient pas claires pour les Européens, qui étaient pas conformes à ce qu'ils avaient envie d'entendre, et cetera. On a vu la marque chanceler. Je suis pas tout à fait sûr que cette boîte ait pas encore, atteint son cours le plus bas. Voilà. Donc ça peut rejoindre ce qui paraît philosophique, peut tout à fait, à un moment donné, devenir une réalité, peut se transformer en réalité de marché. Donc moi, d'abord, je veux dire ça. La deuxième chose que je veux dire, puisque Ludo, il a dit qu'il n'en avait pas, je vais le dire aussi, j'en ai pas non plus. Et j'en ai pas alors que j'ai, de la même façon, considéré que je pouvais en avoir. Et récemment encore, je me suis posé la question parce que, Heu, c'est quand même un petit peu gênant quand on voit les marchés qui, chez nous, ça bute à 8 000, sur le Dow, ça bute à 45, et puis ça veut pas passer ces lignes-là, Mmh. depuis un certain temps. Alors que de l'autre côté, là, on dirait que ce truc capte, Ouais. ce truc-là, l'or aussi, quelques autres, semblent capter absorber, toute la valeur. Donc évidemment, que nos clients, ça les touche. Moi, je vais dire que, si quand ils veulent le faire, évidemment, on leur dit pas quand ils veulent vraiment le faire, on leur dit pas de pas le faire. Donc là, notre conseil se structure, de la façon suivante, un peu, comme le font, toutes les grandes entreprises qui,
qui mettent de la crypto aujourd'hui, dans leur gestion de trésorerie. On leur dit: «Bah, faites entre 1 et 5 par exemple, en fonction de qui vous êtes». 5 on considère que c'est un vrai, c'est déjà pas mal. Je suis pas sûr, mais il y a quelque temps, Microsoft s'était positionné autour de 2, je crois me souvenir. Donc on a d'abord une première réponse, de ce type-là, en leur expliquant que effectivement, ce sujet, il est devenu très politique. Quand c'est très politique, ça peut bouger très vite. Moi, sur le crypto, quand j'analyse le bitcoin en particulier, d'un côté, je vois que les mouvements de marché sont devenus quand même un peu plus faibles qu'ils étaient. C'est-à-dire que ça bouge maintenant de 0 à 50 à la hausse, à la baisse. Beaucoup, ça se tient là-dedans. Donc ça veut dire quand même que ça s'est un peu rationalisé d'un côté. D'un autre côté, il y a la politisation du sujet. C'est-à-dire que là, c'est monté comme c'est monté récemment, que pour des raisons extraordinairement politiques. C'est pas mal pour un truc dont on nous dit qu'il est décentralisé, que, etc., etc. C'est que le politique qui l'a fait monter récemment. Enfin, je vois pas grand-chose d'autre, même si, voilà. Donc, moi, je comprends qu'on veuille pas passer complètement à côté. Je suis plutôt en phase avec les éléments, philosophiques qui ont été, présentés par Ludovic, mais je suis pas là pour empêcher mes clients de le faire et peut-être que je le ferai un jour si je vois que c'est trop fortement mon intérêt, peut-être que je le ferai un jour. Heu, mais aujourd'hui, j'en suis pas là. Je préférais faire 60 sur l'or depuis un an que, je sais plus combien sur le bitcoin depuis un an. Voilà. Parce que la la probabilité de se ratatiner, est quand même, infiniment plus faible et finalement ce qui milite pour le cours de l'or en alternative, heu, est encore là. C'est-à-dire que je vois bien, alors mais bon ça c'est plutôt une question pour Ludo, mais je vois bien, l'or est en train de vu le contexte, vu le nombre de guerres, de machins et cetera, je vois bien l'or encore prendre, potentiellement, 10, 20, peut-être plus. Je suis pas si sûr pour le bitcoin finalement. Quel va être le nouveau driver? Je sais pas. Je sais pas, s'il faut de la politique à chaque fois, je sais pas ce que ça va être. Ludovic, tu veux rajouter quelque chose sur ce point? Ouais. L'or, c'est, vous allez dire: «Mais dans quoi investit-il?» Pour moi, l'or, c'est pareil. L'or, pour moi, c'est les mariages. Donc, si tu veux, c'est toujours, j'ai toujours vachement de mal, alors c'est une valeur refuge, comme le bitcoin est une valeur un peu, je vais pas dire refuge, mais une valeur, libératoire. Je vais utiliser ce mot-là pour, fâcher personne et donc c'est des choses, il faut en avoir dans le portefeuille, mais il faut juste savoir que c'est pas des trucs très rationnels, en fait. C'est limbique, c'est animal, et donc il faut garder ça pour un truc animal. Donc quand on construit un portefeuille, quand on est un peu rationnel comme moi, quand on est matheux, ça rentre pas dans les cases, tu sais? C'est le Père Noël est une ordure là, ça dépasse, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'on fait pas? Non, peut-être pas, mais c'est juste que c'est vrai que c'est plus difficile pour un cerveau cartésien et encore une fois, c'est plus difficile pour de la performance long terme. Donc c'est toute une question aussi de d'appétit pour le risque, de quel type de lissage on veut, quel type de liquidité, de maturité on veut. Donc et pareil pour l'or de nouveau, parce que l'or en ce moment, stress financier, l'or s'apprécie, en plus cette peur de l'inflation, OK, mais on sait très bien que l'or est aussi, particulièrement Oui, volatile, j'ai quoi. le dernier truc, parce que ça me semble important à préciser, j'ai oublié de le préciser, pour ceux qui le veulent, c'est évidemment aussi de ne pas prendre, du bitcoin, cru. C'est d'aller le chercher, dans un support. C'est beaucoup moins dangereux que de garder une clé USB à la maison. Tu peux garder toutes tes phalanges comme ça. Heu, mais C'est moche. c'est moche, hein. Non, non, mais clairement, il y a des outils pour le faire. Donc voilà, c'est les 2 choses. Réduire, en avoir, pourquoi pas, en avoir un peu comme l'or, effectivement, et dans un et sur un support qui t'évite, des mésaventures. Est-ce que on a beaucoup parlé, des États-Unis, on a parlé d'Europe, on n'a pas parlé, du reste du monde. On va peut-être, s'interroger un peu sur les différents, investissements en fonction de la géographie et peut-être même aussi des secteurs. On vit, beaucoup de tensions géopolitiques en ce moment et derrière, en toile de fond, évidemment, des tensions, entre les Chinois et les Américains. Est-ce que, Ludovic, comment est-ce qu'il faut regarder l'Asie aujourd'hui, en particulier la Chine, dans un premier temps? Est-ce qu'il faut fuir? Est-ce qu'il y a des opportunités? On parle d'un rebond chinois. Est-ce que c'est une réalité? Bah, c'est une réalité parce qu'elle a touché le fond. La crise immobilière chinoise, elle est sans précédent. C'est son 2008 à elle. Mmh. Généralement, ça prend 7 ans pour se relever d'une crise comme ça. La Chine a essayé d'accélérer cette reprise à coup de grands, stimuli budgétaires, monétaires, des politiques très actives.
Elle a réhabilité Jack Ma, elle a été prête aussi à revenir sur son crackdown réglementaire, sur son crackdown d'innovation. Le moment DeepSeek est un moment hyper important aussi, un peu clé sur l'image de cette Chine qui innove, qui avait été mise sous cloche euh, avant Covid, hein, mais qui en fait, à cause de la crise de l'éclatement de la bulle immobilière, a pas su sortir de cette crise et donc voulait pas rouvrir les vannes. Donc la Chine, si tu veux, oui, elle rebondit un peu. Elle rebondit dans un monde qui ne veut pas d'elle, principalement à cause des États-Unis. Donc, une partie de son rebond, c'était d'être de nouveau la puissance exportatrice majeure sur les biens de la transition, batteries, voitures électriques, panneaux solaires, etc. Et l'autre partie, c'était de montrer que leur marché d'1,5 milliard de personnes, en fait, est très innovant et qu'ils peuvent exporter leur innovation vers le reste du monde. Et d'ailleurs, être des investisseurs plutôt très malins. Aujourd'hui, un autre truc qui est important sur la Chine, hein, c'est que si on est européen aujourd'hui, il faut qu'on soit copain avec la Chine. Mmh. C'est-à-dire que cette idée, notamment sur la bagnole électrique, qu'on peut faire sans la Chine en mettant des quotas, ça c'est bête, hein, ça ne marche pas. Donc il y a aussi ce moment un peu bizarre, étrange, je dirais, dans lequel on est presque obligé de faire du retour de transfert de technologie avec la Chine. Donc ça, il faut faire hyper gaffe parce que à trop vouloir se séparer de la Chine, moi je prône une équidistance parce que ce qui se passe à l'Ouest est pas jojo. Donc il faut qu'on apprenne à travailler avec la Chine alors qu'on pendant pas mal de temps on l'a vilipendé, c'était la cause de tous nos maux, les destructions d'emplois, tout ça. Et tout le monde fait ça. Je donne toujours l'exemple de la Malaisie, le Premier ministre très pro-américain, le roi très pro-Chine pour clairement très pro-américains parce que ils font de la coopération technologique et militaire avec Taïwan, mais en même temps, ils ont une diaspora chinoise et leur économie en dépend. Pareil pour l'Australie, cycle financier très américain, cycle commercial très chinois. Donc on peut pas faire sans la Chine. Après, le sujet, c'est son rôle. On le voit là avec l'Iran, Israël, son rôle avec la Russie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore totalement trouvé la place, et notamment on était sur ce terrain des valeurs qu'elle doit avoir. Et ça, je pense que ça fait peur à beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée, l'alternative au dollar, il n'y a pas d'alternative, l'Europe est un musée, le Japon est un EHPAD, et la Chine est une prison. Ça, par exemple, ça joue complètement contre la Chine. C'est-à-dire que personne veut être complètement investi en yuan, à part peut-être les Saoudis, les Émiratis, tu vois, quelques personnes qui se disent, oulala, il faut quand même qu'on fasse un peu affaire avec eux. Mais donc moi, je suis peut-être un peu plus positif Chine que le marché. Et l'Asie dans son ensemble, écoute, ce que je peux te dire, c'est que les appréciations des monnaies asiatiques par rapport au dollar ont énormément boosté les rendements des obligations en pays émergents asiatiques, les rendements des obligations d'entreprises asiatiques et les marchés actions, à part des cas où il y avait vraiment des sujets très locaux, genre Thaïlande et tout ça, c'est plutôt un très bon moment pour l'Asie. Ils ont vaincu l'inflation, ils ont des marges de manœuvre, il y a une accélération de croissance. C'est chez eux que se joue vraiment l'avenir du dollar, et ils le savent. Et ils ont une activité technologique qui est bien plus grande. Ils sont très malins sur l'énergie, très malins sur la défense. Donc moi, je suis très bull Asie, ouais, très bullish Asie. Japon, Frédéric, apparemment Warren Buffett mise sur le Japon. Est-ce que les clients suivent ou pas? Combien ils misent sur le Japon? Moi, déjà, c'est la première question que je voudrais poser avant d'aller plus loin. Disons que, oui, j'ai entendu ça. Oui, je pense qu'en fait, c'est ce que vient de dire Ludo qui est intéressant. C'est pas Japon tout seul. Mmh. On va dire Japon, c'est l'économie la plus structurée pour répondre avec la Chine, disons, pour répondre aux besoins de la zone qui risque d'être le plus en croissance dans les temps à venir. Donc, Japon, dans ce sens-là, Chine, Corée, je pense que tout ça, ça s'entend très très bien. Parmi les pays qui génèrent le plus de croissance au monde, dans un monde qui n'en génère plus beaucoup, il y a le Vietnam, la Thaïlande, enfin je sais plus quoi, enfin un certain nombre de pays de la région, heu, donc qui démontrent le bienfait de stratégies asiatiques. Et donc concrètement, dans le rapport que nous avons avec nos clients, nos partenaires banquiers, et cetera, on parle beaucoup d'Asie effectivement en ce moment. Aussi dans ce déplacement, je reviens à ta première question tout à l'heure sur compte tenu de tous ces chocs là qui se passent aux États-Unis, qu'est-ce que pensent nos clients? Est-ce qu'ils veulent rester sur les États-Unis? Est-ce qu'ils voulaient aller en Europe? En fait, ils veulent peut-être aller aussi en Asie. Donc tout ça doit s'aligner. Et effectivement, oui, on répond aux clients qu'il y a une vraie opportunité, même si peut-être pour eux c'est pas forcément facile à acheter.
En particulier si tu parles du Japon, les stratégies Japon, c'est souvent difficile à conduire. Mais effectivement, si Warren le fait, alors il doit y avoir une raison, quoi. Est-ce que c'est exotique, d'aller s'interroger ailleurs? Je pense, à l'Amérique du Sud, je pense, peut-être à l'Inde d'ailleurs. On a évoqué la zone, Pacifique, mais on peut mettre peut-être l'Inde dedans ou la traiter à part. Ou même peut-être aussi, certaines zones en Afrique. Est-ce que c'est exotique ou est-ce que ce sont, des zones d'intérêt pour vous? Ah, pour nous, oui, l'Inde, c'est très stratégique. Après, moi, j'ai beaucoup de mal. Je pense que cette idée que l'Inde va être la deuxième Chine, j'y crois pas du tout, mais pour plein de raisons, parce qu'il n'y a pas du tout la même donne économique, c'est pas le même moment, etc. Après, l'Inde, juste sa démographie est très impressionnante. C'est un pays très fermé. C'est un pays avec un environnement financier très instable, mais ils font les choses petit à petit. Modi a réussi à harmoniser beaucoup de choses pour que l'Inde soit investissable. Et ça, c'est plutôt pas mal. Les autres pays, oui, moi, je trouve que... Alors après, chez Allianz, on est très biaisé, tu vois. On est un énorme assureur en Inde. On est en train de faire une énorme JV. On est le premier assureur en Afrique, en JV aussi avec Sanlam. On est aussi présent en Amérique latine. Donc, nous, on y croit beaucoup en termes assurantiels. En termes d'investissement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est des marchés très fragmentés. Tu vois, par exemple, le problème de l'Amérique latine, c'est multimonnaie, multirégulateur. En fait, c'est très niche, en fait. Et les investissements, si tu veux, surtout dans un pays où même les États-Unis commencent à parler de contrôle de capitaux, faut faire gaffe, quoi. C'est-à-dire que c'est des pays qui, pour protéger leur monnaie, et c'est vrai aussi pour l'Asie d'ailleurs, pourraient très vite revenir à des contrôles de capitaux. Et ça s'applique à l'Afrique, à l'Amérique latine et à certains pays asiatiques. Donc, c'est pas exotique d'y penser. Faut qu'il y ait un affectio étatis, tu vois. Il faut qu'il y ait une appétence, une compréhension, notamment des aspects fiscaux pour l'Amérique latine, parce qu'on a énormément de pays qui sont passés à la gauche de la gauche et pour lesquels les frictions de capital sont énormes. Donc, même si vous faites des très bons investissements, attention à la liquidité de vos investissements et au rendement de ces investissements si vous voulez les avoir en euros. C'est le cas de la Colombie, c'est le cas du Brésil, c'est le cas du Mexique, etc. Donc, c'est pas exotique, mais juste la complexité des risques, notamment quand on a des choses un peu plus structurées et un peu plus proches de nous, ça pose toujours question. Bien sûr, il y a des forts rendements, mais il faut pas y aller juste. J'ai une super copine Ouais. colombienne, et donc du coup, je suis long Colombian bonds. Ah, moi, je dirais surtout qu'il y a des élections. Là. Bon, je pense pas que ce soit des bonnes stratégies d'investissement aujourd'hui, mais l'Amérique latine, comme l'Asie, a extrêmement bien géré son inflation. Les banques centrales l'ont bien géré. Il y a des élections, il y a des processus de financiarisation qui sont malins. Donc oui, moi je pense qu'il faut pas hésiter à regarder hors d'Europe et avec des stratégies de décorrélation qui peuvent être assez réfléchies justement en disant voilà, je veux être un peu plus sur une zone dollarisée par exemple, et donc je prends l'Amérique latine ou l'Asie ou le Moyen-Orient, ou je veux être sur une zone plus euroisée, et là je vais aller dans des pays qui s'endettent en eurobond, et là c'est plutôt l'Afrique ou certains pays, gros pays émergents. Moi, ou la Turquie ou des choses comme ça. Ça, je pense que c'est intéressant, mais c'est pas pour c'est no country for old men, quoi. Mmh. Il faut vraiment comprendre les sous-jacents, parce que là, ça peut vaciller très très vite. Ouais. On arrive, Non, je peux poser une oui, question oui, vas-y, vas-y, à ouais. Ludo, qui est dans le prolongement de la tienne, Michel, c'est, heu et les stablecoins, en Afrique, par exemple, qu'est-ce que tu penses de... Ah ben moi, si j'étais banquier central en Afrique, ce que je ne suis pas, C'est peut-être ça vous aura ça pas va peut-être venir, échappé, hein. mais c'est un appel. Voilà, ça c'est C'est un ça. appel. Marc Si quelqu'un Carney, qui nous était écoute. canadien, a bien été gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. Donc moi, je serais ravi de retourner dans un pays qui m'est cher, le Sénégal, pareil, ou le Maroc. Oui, je pense qu'il faut faire des stablecoins. Si j'étais Banque Al Maghrib, je ferais des stablecoins aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est un pays qui est le Maroc, donc qui a des contrôles de capitaux iniques au XXIe siècle, qui leur a permis d'éviter des crises financières, et qu'aujourd'hui, la façon moderne d'éviter des crises financières, c'est de faire des stablecoins. Et donc, vous avez un pays beaucoup plus ouvert, vous arrêtez d'embêter les gens avec vos contrôles de capitaux qui font que l'innovation, l'investissement, etc. est beaucoup moins important que ce qui devrait être. Et en revanche, vous mettez en place une nouvelle politique monétaire qui vous permet d'avoir une meilleure gestion de vos canaux de distribution monétaire. C'est ça les stablecoins. Et moi, j'aspire vraiment à un monde
notamment dans ces pays-là, dans lesquels il y a un avantage de l'arriération. C'est-à-dire que quand on voit ce qui se passe sur les monnaies digitales de banque centrale, que ces pays ne s'interdisent pas d'elles aussi de tester. Et qu'on arrête d'avoir ce privilège exorbitant des pays du Nord. Donc nous, on teste, et puis après, si ça marche vraiment, vous pouvez avoir les miettes. Je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus d'audace, et je trouve que c'est ce qui se passe, tu vois. Je ne serais pas surpris qu'en 2026, le Rwanda fasse des stablecoins. Mais parce que c'est des pays qui veulent tenter, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un système qui marchait plus pour eux. Et moi, par exemple, contrairement au Bitcoin, je trouve que les stablecoins, ça doit faire partie de l'outil de politique monétaire pour éviter ce qui se passe, par exemple, dans la zone CFA en Afrique, c'est-à-dire Ouais. d'être sous le joug de Francfort. Et donc, ils créent une absence de compétitivité de ces pays qui les a mis à l'amende par rapport aux autres pays non CFA. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument faire ça. Après, l'acceptation par les marchés, les gros investisseurs, l'argent international, il faut aller faire des roadshows, hein. Oh, Mais moi, je ferais ça, ouais. si, Monsieur VI t'a entendu, je veux dire Mohamed VI, Ouais, c'est ça. voilà. Exactement. Je sais pas s'il écoute, mais Peut-être qu'il écoute. On arrive à la fin de cette conversation, première conversation capitale. Messieurs, pour conclure, chacun d'entre vous, est-ce que vous voulez rajouter un mot? Frédéric? Écoute, moi d'abord, j'ai un mot, en tant que chairman de Our Families Up. Je suis d'abord extrêmement content de parler par ce biais à tous nos clients et prospects, puisqu'en fait, ce canal, que nous ouvrons fait partie du produit, du produit de l'entreprise. Je suis particulièrement content de le faire avec Ludo, qui est notre cher associé dans cette aventure. Voilà, c'est un petit mot de remerciement à tous ceux qui nous font confiance. Aujourd'hui, on est déjà en quelques dizaines, et on va aller beaucoup, beaucoup plus loin. Ludovic? Moi, j'étais ravi de la conversation. Merci à tous les deux. C'était passionnant. Le temps long, ce temps du podcast, il est quand même important parce qu'on peut expliquer des choses un peu plus complexes, mais on sait, donc c'est moins des messages à l'emporte-pièce. J'espère qu'on a allumé 2-3 idées. Au-delà de convaincre, j'espère que ça fait réfléchir les gens sur 2-3 sujets, et après, qu'ils trouveront chez Fred et chez Our Families Up aussi des gens avec qui échanger davantage sur chacun de ces sujets. Apprendre un peu plus ce que ça veut dire dans la gestion de leur portefeuille, la construction de leur portefeuille. Donc, j'ai hâte de la prochaine conversation parce que vu l'état du monde, il y aura certainement énormément de choses qui vont de nouveau nous surprendre. En tout cas, moi, j'ai adoré animer cette conversation. C'était passionnant. J'ai aussi appris beaucoup de choses. Le prochain rendez-vous, c'est dans 3 mois, hein, pour, je crois, analyser l'évolution des différentes tendances, évidemment, comme toujours, mais aussi explorer de nouveaux territoires d'investissement, d'après ce que j'ai compris, hein, Frédéric. Absolument. Tu nous en diras plus. D'ici là, eh bien, les conversations capitales sont disponibles sur LinkedIn, sur Spotify, sur YouTube, toutes les plateformes de podcast, et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci. On y va. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti.